Peut-on rouvrir le CHU en l'état actuel des choses? Telle est la vaste question qui se pose après que le préfet eut fait part de ses inquiétudes quant au risque d'incendie dans l'établissement. L'UTS-UGTG est vent debout et réclame des garanties. Si Gosier, Abîme et Lamentin n'ont pas réagi, la fermeture de Bambinos Palace à Bemao est la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Nous pourrions vivre dans les jours à venir dans un contexte de crèche à ciel ouvert et dans la rue. Cap Excellence a tenu une assemblée communautaire aujourd'hui. Au programme d'importantes décisions sur le dossier de l'eau, Cap Excellence entend travailler sans tarder sur une amélioration du réseau. Le reportage d'ATV est à venir dans cette édition. L'indice de confiance des professionnels du tourisme est à la hausse. La destination a gagné des couleurs. Si la tendance continue, des investissements pourraient suivre. C'est le message essentiel qui est sorti d'un déjeuner qui s'est déroulé à la Maison Créole du Gosier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mercredi 13 décembre 2017. C'est la situation du CHU qui pose problème. Le préfet a lui-même tiré la sonnette d'alarme en informant la direction de l'établissement qu'en l'état actuel des choses, l'établissement ne pouvait rouvrir même partiellement. Du coup, l'UTS est tenu ce matin en présence d'Yvan Lemar. Pour cette troisième assemblée générale depuis l'incendie du CHU, le principal point à l'ordre du jour était la réouverture de la tour nord. Le SDIS, service d'incendie et secours, a dit que le CHU, aujourd'hui là, par remplir les conditions de sécurité pour assurer réception à malade, hébergement à malade et traitement à malade. Parce que nous avons l'autre défection, nous avons l'autre situation d'infection, de protection contre l'incendie qui part au point, qui part à fonctionner, qui HS. Okay? Mais ça, c'est des rapports constants que le SDIS fait, que la commission départementale de sécurité fait, et que le CHU pas conformé à ces règles-là, puisqu'on va rappeler, qu'au mois de mars dernier, nous avons fait un mouvement qui dirait un mois pratiquement, un mouvement de personnel, un mouvement de conscience. L'ARS et le CHU étaient engagés avec nous, syndicats UTS-UGTG, à débloquer pas de 8 millions d'euros pour mettre le CHU dans tous les domaines techniques, médicaux et de sécurité. Donc c'est pour ça que nous avons dit accident là. Si il y a accidentel là dans ce venu, c'est pas anodin, c'est pour ça que nous avons dit que telle situation permettre que le CHU, la direction à CHU là, en lien avec l'État, en lien avec la direction générale de l'offre de soins, en lien avec l'ARS, mettre en place chez Maï Toukaboura l'offre de soins en Guadeloupe. L'autre point, l'organisation du CHU mise en place depuis l'incendie. Mais nous avons l'impression que aujourd'hui l'accident a servi l'ARS prétexte pour mettre en place un schéma d'organisation qui a été prévu, qui a consisté effectivement en un CHU multisite, avec un site certainement à Périn ou à Mont-Jolivière, réhabilité partiellement, totalement. Mais à terme, on CHU multisite. Là, le CHU qui a fait meilleur dans tout cœur amitié, c'est le soin de référence. Et tout est un établissement là, qui avait des établissements de palliatifs, ok. Pour ça, il a concerné le poste urgence, le poste soins actifs. Selon le syndicat, cette organisation temporaire pourrait devenir définitive et avoir pour conséquence la suppression de 400 lits et 500 postes. Une situation inacceptable pour le personnel. Des actions sont prévues. Nous, au conseil de surveillance vendredi, nous prenons là, nous allons soumettre le personnel là en motion. Là, nous allons exiger le conseil de surveillance là pour en position avec nous à ces réactivation à CHU là. Premier butin, et bien évidemment, publication à diagnostic là qui fait ces nos difficultés aujourd'hui là. Et troisième butin, deuxième butin, nous allons dire c'est pour le mois de janvier. Il faut obligatoirement qu'il y ait engagé les travaux de réhabilitation et pour la réactivation à CHU là. Selon l'évolution de la situation du CHU, la prochaine assemblée générale du personnel sera programmée en janvier. Les parents de la crèche Bambinos Palace n'ont pas l'intention de se laisser faire. Depuis que la fermeture de l'établissement a été annoncée, ils n'ont pas cessé de se mobiliser. Ce matin encore, ils étaient debout devant la sous-préfecture pour réclamer des solutions à l'État. Mais l'État a répondu que ce n'était pas moi. Du coup, le collectif Guadeloupe en mouvement est rentré dans la danse et on risque de faire face à un concept nouveau, le concept de crèche en public et dans la rue. C'est devant la sous-préfecture que les parents de Bambinos Palace sont venus manifester leur inquiétude. D'ici la fin du mois, leurs enfants n'auront plus de crèche. Déterminés, ils ont décidé d'interpeller l'État. Et la réponse obtenue après une heure d'échange n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Monsieur Hall nous a bien expliqué et bien spécifié que ce que nous demandons, que la crèche ne soit pas fermée, ça reste la compétence des collectivités, mais ce n'est pas du ressort de l'État. Nous serons dans la rue avec nos enfants. Nous aurons une crèche à ciel ouvert si l'État et les collectivités ne trouvent pas une solution pérenne à ce problème. À leur côté, désormais, le collectif Guadeloupe en mouvement, déterminé lui aussi à ne pas laisser une énième crèche fermer ses portes en Guadeloupe.
Ça qui a fait en pays Guadeloupe, ça inacceptable. Je dis là, si nous nous retrouvons en l'arrêt là, ça veut dire que toute collectivité, qui l'État, il y a toutes quatre dit à pas compétence à yo. Population Guadeloupe livrée à eux-mêmes, je dis là, des maires de Corao, pas ni pont, mission de service public respectée, pas ni ARAC. La direction de Bambinous Palace a annoncé il y a quelques jours une fermeture définitive pour des raisons économiques, avec pour argumentaire le non-paiement des parts allouées aux collectivités publiques. Depuis, les parents sont sur le pied de guerre pour éviter la fermeture de la structure. Je le dis, c'est peut-être un grand mot, c'est une forme de génocide. C'est-à-dire que nos propres enfants sont acculés, n'auront pas les moyens, les parents n'auront pas les moyens de payer une crèche 1 500 €. Qu'allons-nous faire avec nos enfants? Nous parlons des assises familiales. Nous parlons de toutes sortes assises de l'outre-mer. Malheureusement, on est toujours au même point. En 31 décembre 2012, il y aura plus de 1000 enfants dans la rue parce qu'il y a 3 crèches qui ont fermé et il y aura plus de 120 employés sur le carreau. Face à cette situation critique, les parents jonglent entre toutes les institutions possibles pour que Bambinous Palace ne ferme pas. Au niveau du conseil départemental, la compétence se limite qu'au contrôle et à l'approbation des agréments. Les subventions, quant à elles, sont allouées pour l'investissement et non pour le fonctionnement. Concernant la municipalité de Bémao, dans les colonnes du France-Antilles de mardi, on pouvait lire que la ville avait voté une subvention de plus de 28 000 € pour la crèche Bambinous Palace, une subvention versée sur présentation des pièces comptables. Et jusqu'à ce jour, la structure n'a transmis aucun document de 2016. Toujours selon le France-Antilles, la ville de Bémao verse une subvention annuelle aux établissements d'accueil du jeune enfant depuis 2012. Reportage de Linda Kayarsi pour ATV Guadeloupe. Le bac va changer de nom une nouvelle fois, quand cela s'est déjà produit. Et pour que les lycéens puissent avoir leur mot à dire sur ce changement de nom envisagé par le ministère de l'Éducation nationale, une consultation en ligne a été ouverte par ce même ministère et les lycéens pourront donner leur avis. Voici ce qu'en pensent les lycéens de Guyane, interrogés par nos confrères d'ATV Guyane. Selon vous, l'examen du baccalauréat aujourd'hui n'a plus de valeur? Plutôt d'accord. La réponse de Doumé, élève en première au lycée Félix Eboué de Cayenne, ne s'est pas fait attendre. Sur son téléphone, défile un questionnaire tout juste paru ce matin. Les questions portent sur l'utilité du baccalauréat. Juste avec un bac simple comme ça, on n'a pas beaucoup d'options pour travailler, etc. Il faut surtout repartir sur des études, continuer à apprendre et toujours apprendre. La mesure vient du ministre de l'Éducation. Elle vise à recueillir les avis des lycéens ainsi que leurs idées pour améliorer cet examen, qui est aujourd'hui la porte d'entrée aux études supérieures. Sur le site, plusieurs questions. Chaque lycéen est amené à y répondre. Devant le lycée Félix Eboué de Cayenne, à la sortie des cours, les avis restent mitigés. Selon vous, l'examen du baccalauréat aujourd'hui doit être réformé. Plutôt d'accord? Je pense que c'est une bonne option. Pour connaître nos capacités, pour savoir ce qu'on a retenu. On se demande pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas avant. Il ne s'intéresse pas, c'est à notre avis. Le ministre de l'Éducation promet une réflexion basée sur ces avis pour améliorer l'examen au courant 2021. Du côté des parents venus récupérer leurs enfants, dur d'imaginer le changement dans un système qui semble avoir fait ses preuves. Vu le temps que ça dure, je me dis qu'ils n'ont pas réussi à trouver mieux que cette formule-là pour évaluer les compétences des élèves. Donc voilà, et je pense que certains élèves même souhaitent garder le bac un petit peu plus au cursus lui-même. La concertation publique est disponible du 13 au 19 décembre 2010. Les résultats seront publiés en janvier 2018. Cap Excellence a tenu ce matin un conseil communautaire à Pointe-à-Pitre. Parmi les gros dossiers à l'ordre du jour, il y avait ceux de l'eau, un dossier important que la communauté entend prendre en compte. Voici les principales décisions qui sont sorties de ce conseil communautaire avec Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter. La communauté d'agglomération de Cap Excellence tenait ce matin son conseil communautaire avec 9 affaires à l'ordre du jour, dont le dossier épineux de la gestion de l'eau. Sur l'eau, nous avons discuté particulièrement du fait que nous allons inscrire dans les statuts désormais de Cap Excellence le fait que le travail que nous avons commencé d'assistance et de maîtrise d'ouvrage déléguée auprès de notre régie que nous avons créée en janvier 2017, Eau d'Excellence,
pour réparer un certain nombre d'ouvrages, rénover un certain nombre d'autres ouvrages, des canalisations notamment, et bien que cette délégation de pouvoir que nous avions, de part ou d'excellence pour Cap Excellence, et désormais nous puissions la pérenniser dans les statuts de Cap Excellence pour continuer le travail que nous avons initié avec Eau d'Excellence au sein de Cap Excellence. Voilà, tout simplement c'est une disposition juridique pour nous mettre en conformité avec la loi. Au cours de cette séance, certaines décisions ont donc été actées. Par ailleurs, des appels à projets avaient été lancés afin de faciliter la distribution de l'eau aux abonnés. Le premier appel à projet qui porte sur la recherche et la réduction des fuites consiste à installer des compteurs et des vannes de sectorisation sur les réseaux d'eau potable afin de localiser les fuites et notamment les secteurs les plus fuyards, procéder à des réparations et renouveler les canalisations qui sont donc les plus concernées par les fuites, et ce qui permettra d'améliorer le rendement de réseau. Concernant la réduction des volumes non comptabilisés, il s'agit donc de remplacer 10 000 compteurs abonnés. Ce sont des compteurs de plus de 15 ans qui, pour certains, donc sous-comptent parce qu'ils fonctionnent mal ou bien ils sont bloqués. Créé en 2017, Eau d'Excellence fournit en eau potable et s'occupe également de l'assainissement collectif des communes de Bémao, des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Des investissements d'urgence seront bientôt votés et financés, entre autres, par la région et l'État, afin de poursuivre l'amélioration de la gestion de l'eau sur son territoire. Partons maintenant pour la Martinique avec une interrogation également dans le monde de la santé. L'hôpital de Trois-Îlets va-t-il devoir fermer ses portes? C'est en tout cas l'inquiétude des habitants et des employés qui se sont mobilisés ce matin. Reportage à TV Martinique. Dans cet établissement de soins de suite et de réadaptation, une centaine de patients est pris en charge quotidiennement par 50 soignants. Un personnel inquiet pour son avenir depuis l'annonce du projet de groupement hospitalier dans le Sud. Il est question en fait de faire d'éclater la filière de soins de suite et de réadaptation des Trois-Îlets. C'est une option pour laquelle, qui n'avait jamais été prévue auparavant, mais il a suffi d'un scénario proposé et d'une idée, en fait, d'une préférence de l'Agence régionale de santé par rapport, bien évidemment, à des considérations financières pour que l'orientation du comité de pilotage soit dirigée vers cette solution. À l'origine, cet hôpital, vétuste, devait être reconstruit à proximité du nouvel EHPAD de la commune et assurer ainsi la continuité des soins du bassin Trois-Îlets, Anse d'Arlé et Marin. 15 000 patients potentiels. On doit maintenir le nombre de lits de soins de suite et de réadaptation avec ces spécialités. On doit les maintenir, en plus, on doit le maintenir à côté de la maison de retraite. Puisque l'EHPAD, c'est un gage de qualité, c'est aussi surtout un gage de sécurité. La municipalité s'insurge également contre la disparition de l'hôpital et l'éclatement de ses services vers d'autres communes comme le Saint-Esprit, car la ville a déjà beaucoup investi dans ce projet. Trois-Îlets a fait l'acquisition d'un terrain. Trois-Îlets a déjà reconstruit son établissement pour personnes âgées dépendantes, donc l'EHPAD. Sur ce même terrain, la commune des Trois-Îlets a fait une acquisition de 3 hectares. La commune des Trois-Îlets a la possibilité par la suite de faire une acquisition de 10 hectares supplémentaires s'il le faut, pour prévoir l'avenir sur le plan médical dans le sud de la Martinique. Cet après-midi, la direction de l'hôpital et le comité de pilotage du projet de groupement hospitalier devaient se réunir à l'hôpital des Trois-Îlets pour faire le point. En raison du mouvement, la table ronde a été délocalisée au pied levé au centre hospitalier du Marin. Les manifestants y ont quand même fait irruption. Il faut qu'on arrête aussi de faire sans la population hospitalière. Il faut qu'on puisse prendre en compte les patients, les familles et le personnel. On ne peut pas dissocier cela. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour qu'au Trois-Îlets, il reste l'hôpital de Trois-Îlets. Aujourd'hui, et prenez exemple de ce qui se passe après Tapit, et que nous, ici à Martinique, la galère on voit dans le jus, et vous autour. Alors, chaque établissement, ils ont l'intérêt
d'exister. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité nous répondre. Elle nous a seulement précisé, hors caméra, que le scénario retenu par le comité serait transmis ce vendredi à l'ARS, qui prendra la décision finale. Quand le tourisme va mieux, c'est toute l'économie qui se porte mieux. C'est le message essentiel que les professionnels du secteur ont voulu faire passer ce matin au cours d'un déjeuner qui a eu lieu à la Maison Créole. Dominique Vion, à l'origine de cette initiative, a parlé à Anne-Elisabeth Hartsen et à Maurice Dexter. Je les ai réunis parce que beaucoup de choses se passent en ce début 2017. L'économie frémit. Nous, à Paris, il s'est passé beaucoup de choses auprès du rapporteur du budget de l'Assemblée nationale qui m'a reçu avec la FEDOM. Et je veux leur apporter tout ça à mes adhérents pour qu'ils sachent que si l'économie frémit, il faut ne pas trop se complaire parce qu'on a quand même des difficultés inhérentes à la Guadeloupe. Si on rendait l'hôtellerie compétitive, eh bien, il y aurait immédiatement les grandes enseignes qui reviendraient, qui construiraient de nouveaux hôtels. Et en ce moment, il y a des projets intéressants sur la Guadeloupe. Et puis, construisant de nouveaux hôtels, ça obligerait les anciens à se rénover un peu plus. Tout ça, ça ferait travailler la Fédération du bâtiment par les constructions, les rénovations. Ça ferait travailler les moyennes et petites entreprises par les équipements qu'on y met dedans. Et puis plus de touristes, ça ferait plus de transport aérien, ça favoriserait les compagnies aériennes. Et puis ça favoriserait aussi la consommation. Donc ça ferait travailler la grande distribution. Et puis etc. etc. Et moi je prétends que l'hôtellerie est la locomotive de notre économie. Si au lieu de fermer des hôtels comme on l'a fait en 10 ans, on faisait comme la Caraïbe qui les a doublés en 10 ans, eh bien toute l'économie repartirait. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous trouverons une application pratique qui vous permet de suivre l'actualité culturelle de nos régions et nous partirons pour la région Île-de-France où le chanté Noël a pris pied. Une application pour suivre toute l'actualité culturelle de nos régions, c'est ce que vous propose Carib Events, consulté pour nous par Linda Kayarsi. Depuis son lancement le mois dernier, l'application Carib Events fait son bout de chemin. Déjà, 190 téléchargements depuis App Store et Google Play. L'application propose en quelques clics sorties, loisirs, bons plans de la Caraïbe, répartis en 8 rubriques, avec notamment un lexique créolophone. La rubrique événements peut être également enrichie par les utilisateurs. L'application, par sa jeune existence, est encore en construction. Pour se développer, le fondateur, Tropic Events, démarche des partenaires, agences de voyage, transporteurs, restaurateurs, pour offrir aux utilisateurs une application pratique et de qualité, avec de nombreux avantages. Prochaine étape, rendre l'application bilingue et créer d'ici février prochain un réseau social caribéen, Caribs Community. Objectif, échanger et partager des informations pratiques et utiles, quel que soit l'événement ou encore son escapade touristique. Il préside l'association Les Argonautes. Il a décidé de mettre l'engagement au cœur du travail des salariés et d'autres valeurs encore. Michel Latrides, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous répondre à nos questions. Vous êtes le président de l'association Les Argonautes. C'est un concept nouveau ici qui se place au cœur du concept de l'engagement. Absolument. Les Argonautes sont des professionnels qui se sont engagés à respecter des valeurs éthiques, morales, dans leur travail, dans leur métier, dans leur entreprise. Ce sont des gens favorables au patron, on va dire? Non, ils sont favorables à eux-mêmes. Oui, d'accord. En fait, c'est pas nouveau. Oui. Dans le passé, l'engagement éthique était le fondement de la carrière professionnelle. On passait d'apprenti à compagnon, puis de compagnon en maître, sur la base de cet engagement-là. C'était la garantie de l'évolution. Aujourd'hui, les contrats, les normes, les assurances, les garanties ont remplacé tout ça. Quand on construit, aujourd'hui même, une cathédrale, on a une garantie de 10 ans. Les cathédrales construites aujourd'hui avec une garantie de 10 ans auront disparu depuis bien longtemps, quand les cathédrales bâties au Moyen-Âge existeront encore, parce qu'elles avaient la garantie qui compte, c'est l'engagement des bâtisseurs à bien faire. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver. Donc comment peut-on retrouver au fait quelque chose qui, avec la société actuelle où les valeurs ont été balayées, comment veut-on vraiment retourner à ces concepts si généreux, je dirais? Alors, ils sont généreux, mais en même temps, ils apportent à ceux qui prennent cet engagement. D'abord, ils le libèrent, et ensuite, ils le satisfont, ils sont satisfaisants. Ils libèrent parce que quelqu'un qui prend cet engagement
est beaucoup plus libre. Il n'est pas attaché à une situation, un contrat, un travail, une entreprise. Justement, il n'est pas attaché, il n'est pas lié à un patron. Il sait que ce sont des qualités qui sont suffisamment précieuses pour que, où qu'il aille, il trouvera, comme les compagnons qui faisaient le tour. Mais je me mets à la place des syndicats d'aujourd'hui, ils vont vous dire, mais c'est un biais pour exploiter les salariés. Je ne pense pas qu'il y ait de rapport direct. Parce qu'il y a un rapport de force dans l'entreprise en ce moment. Parce qu'on la voit comme rapport de force. Il n'y a pas que rapport de force. Il y a certainement aussi des gens de bonne volonté qui ont envie de faire avancer les choses. Et ça ne s'oppose pas aux syndicats qui n'ont pas de raison de s'opposer à ça. Ce sont deux registres totalement différents. Je ne pense pas que les syndicats, d'ailleurs c'est un sujet qui mériterait d'être discuté avec eux, se préoccupent de satisfaction. Ils ne sont pas dans le registre de la satisfaction. La satisfaction, c'est purement moral. Je vais vous illustrer par une petite histoire. Au Moyen-Âge, c'est un gars qui se promène et qui voit des gens en train de s'affairer à taper sur des pierres. Il demande au premier, à un gars, qu'est-ce que vous faites? Et le gars, il dit, j'ai une femme et des enfants à faire vivre, donc je tape sur des pierres pour gagner un salaire. Ça ne le satisfait pas, il demande un deuxième. Qu'est-ce que vous faites? Le type, il dit, je suis tailleur de pierre, je taille des pierres. Pas satisfaisant. Il demande un troisième qui le regarde avec un sourire épanoui, qui dit, je bâtis une cathédrale. Ils font la même chose. Ils ne le vivent pas de la même façon. C'est totalement indépendant des registres qu'on a l'habitude de dérouler dans le... Et comment concrètement on va faire avancer cet esprit dans le monde du travail, l'engagement, les valeurs? Et quelles sont les autres valeurs à part l'engagement? Alors, la première valeur, c'est effectivement un engagement qui est une relation avec ce qu'on fait. Et dans pratiquement tous les métiers, dans toutes les tâches, on peut trouver une cathédrale à bâtir. C'est-à-dire qu'on se crée sa cathédrale. Donc nous devons tous devenir des bâtisseurs de cathédrales. À peu près. C'est ça le message. Et comment ça va? Allez-y. Oui. Je disais, ce qui est extraordinaire dans notre société, c'est qu'on a une information qui circule à la vitesse de la lumière. Quoi que vous cherchiez, vous tapez sur Google et vous allez avoir plusieurs milliers de réponses. De pages, oui. Là-dedans, vous savez que vous avez 5% d'escroquerie, 20% de choses médiocres, 50% de choses banales, 20% de bonnes, et ce qu'on espère, c'est effectivement vous donner un indicateur vers les 5% qui restent, qui sont exceptionnels. Parce que simplement les gens ont cette volonté. Voilà. Donc concrètement, il y a une association, on pourra adhérer à cette association. Absolument. Quel va être le fonctionnement de cette association? Alors, cette association est assez simple. Il y a un site internet, on prend contact, on explique effectivement ses motivations qui sont prises en compte et on adhère. Logiquement, c'est un collectif qui adhère, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des employeurs aussi bien que des salariés, des indépendants, et une chose qui est importante pour nous, des salariés indépendants, puisque aujourd'hui, vous savez que vous pouvez être indépendant tout en étant salarié, c'est le portage salarial, et donc c'est un peu ce que l'on prône, c'est des gens qui veulent acquérir leur liberté tout en ayant le statut de salarié, sans avoir de patron, en fait. Et qu'est-ce qui va faire le lien entre tous ces gens, à part ces valeurs que vous préconisez? Vous allez vous réunir une fois par mois, une fois par régulièrement, semaine? Il y a un bureau constitué qui va se réunir. Il y a effectivement des assemblées qui vont réunir un peu dans un espace plus large. Il y a surtout des noyaux qui vont se constituer dans un espace professionnel. Mais ce sera comment? Les manifestations, des colloques, des séminaires? Comment allez-vous pouvoir faire passer cette information et sensibiliser les salariés à ce sujet? La vocation n'a pas... L'association n'a pas pour vocation de faire une vie sociale au sein de l'association. On est dans le monde, dans le monde où on est, on n'a pas de raison de créer une vie propre aux ergonautes. Mais par contre, effectivement, aussi longtemps qu'on est dans les ergonautes, on doit respecter cet engagement et donc personne ne doit pouvoir dire le contraire. C'est ça l'important du label, c'est qu'il soit respecté par ceux qui ont pris l'engagement. Donc il y a un label qu'on doit respecter. Si on est ergonaute, on s'applique à certaines choses, à certaines pratiques. Et si effectivement qui est venu pour se moquer de nous, on ne va pas le garder. Alors, Michel Latrides, je vous propose un sujet qui rentre un petit peu dans ce que nous venons de développer. Vous savez, parfois les gens ils sortent, ils vont en boîte, ils ont besoin de se déplacer, et parfois ils ont besoin de chauffeurs pour ne pas conduire eux-mêmes, par rapport à l'engagement qu'ils doivent prendre de bien se comporter dans l'existence. Eh bien, ici, il existe un service, chauffeur à domicile. Je vous propose de regarder avec moi ce sujet tourné par les journalistes d'ATV Guadeloupe. Faire appel à un chauffeur pour se rendre en soirée ou encore au cinéma, le phénomène d'ubérisation prend ses marques. Les
clients, une fois qu'ils ont passé leur commande, à mon niveau, je valide tout simplement ma disponibilité. Et ensuite, ils vont voir dans quel timing j'arrive. En général, c'est moins de 15 minutes. Et puis, quand j'arrive, je peux passer un appel directement et leur dire, voilà, votre chauffeur Birdmove est sur place. Avec cette application à l'oiseau rangé, en quelques clics, commande d'un chauffeur et le tarif est fixé à l'avance. Bonjour madame, Bonjour. Ulrich, votre chauffeur Birdmove. Merci. Allons-y. Proposer un tel service sur les bases d'un Uber. Je suis Albert demain, à partir de la Sorbonne, mais entrant en vacances en Guadeloupe pour la Noël, je me suis rendu compte qu'il y avait un sondage qui disait que 80% des personnes demandent une nouvelle solution pour la mobilité. Il y a une opportunité à saisir, je l'ai saisi pour pouvoir offrir Birdmove. Pour que son business prospère, il s'est entouré de professionnels. Du jeudi au samedi jusqu'à 4 h du matin, ils assurent le transport d'usagers. Alors, elle est déjà disponible sur les stores. Il suffit de la télécharger, de s'inscrire et ensuite de commander son chauffeur privé. C'est une application qui est vraiment très simple, et on est directement géolocalisé. Et il suffit de choisir son adresse de destination pour pouvoir s'y rendre. Depuis le lancement de son appli, le 1er juin dernier, il compte 352 inscrits. Un bon début pour étendre son activité. Pour l'instant, nous travaillons dans la zone Gozé-Bemao, puisque c'est là qu'il y a quasiment l'ensemble des établissements de nuit. Et eux-mêmes commencent à communiquer sur nos services pour que leurs clients puissent rentrer en sécurité après avoir fait bien la fête. Alors, vous pouvez déjà aller de n'importe où à partir de la zone Gozé-Bemao. Et au fur et à mesure, dans toute la Guadeloupe, vous aurez votre chauffeur en 15 minutes. L'application mobile lancée par Denis vient étoffer l'offre actuelle en matière de mobilité en Guadeloupe. Et puis cet appel à témoins dans le cadre d'une disparition inquiétante. Madame Paola Jeanne Paspire, 34 ans, a disparu ce mercredi. Il était 4h30 quand elle a quitté les Abîmes. Elle devait se rendre à une formation à Petit-Bourg. Son véhicule a été retrouvé ce matin à Baïf sous la route de Saint-Robert, vide de tout occupant. De type affrantillaise, de peau noire, mesurant 1,70 m, de corpulence mince avec des cheveux coupés courts. Elle porte des lunettes de vue. Si vous avez aperçu cette personne depuis sa disparition, vous aussi vous détenez des informations qui pourraient permettre de la retrouver, contactez de toute urgence la gendarmerie en composant le 17. Maintenant, quelques informations pratiques utiles à votre vie quotidienne. C'est toujours la distribution de l'eau qui sera interrompue à Capesterre-Bello et aux Saintes, demain jeudi 14, de 18h à 6h le lendemain. Le sang, si vous voulez donner votre sang, il faudrait être au lycée Gerville-Réache à Basse-Terre, c'est entre 8h30 et 13h. Et si vous avez des informations à nous faire parvenir, n'oubliez pas, à TV 05 90 60 11 11. Et puis, nouvelle semaine vous propose sa une. Vous pouvez donc découvrir ce magazine dans vos kiosques. Il paraît le jeudi. Voilà pour les titres. Je vous en rappelle les principaux titres. Peut-on rouvrir le CHU en l'état actuel des choses? Telle est la vaste question qui se pose après que le préfet eut émis des doutes sur les garanties dans l'établissement. Le GTG a dit ses préoccupations. Dosier. Palace à Bémao est la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Nous pourrions vivre dans les prochains jours dans un contexte de crèche à ciel ouvert dans la rue. Cap Excellence a tenu une assemblée communautaire aujourd'hui au programme d'importantes décisions sur le dossier de l'eau. Cap Excellence entend travailler sans tarder sur une amélioration du réseau. Vous avez vu le reportage d'Elisabeth Arsène et de Moïse Exter. L'indice de confiance des professionnels du tourisme est à la hausse. La destination a gagné des couleurs. Si la tendance continue, des investissements pourraient suivre. C'est le message essentiel qui est sorti d'un déjeuner qui s'est déroulé à la maison créole du Gosier. Voilà, cette édition est à présent terminée. Vous restez sur ATV pour le reste de la soirée. On se retrouve demain à 18h50 avec Eddie Planté dans Questions Directes également.